Absent lors des discussions ayant abouti à l'accord de Luanda sur la crise en République démocratique du Congo, le M23 se dit ne pas se sentir concerné par cet accord. Eh bien, le mercredi 23 novembre à Luanda, le président congolais Félix Tshisekedi et le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta, accompagnés du président angolais et médiateur désigné par l'Union africaine Joao Lourenço et du président burundais Evariste Ndayishimiye, sont parvenus à une feuille de route concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les participants ont proposé notamment la cessation des hostilités et un retrait du M23. Des décisions que les rebelles ont rejetées. Le M23 déclare ne pas être obligé par ce document de Luanda puisqu'il rappelle qu'il n'était pas à la table des négociations. Et bien que vous inspire cet accord, signant l'absence du groupe rebelle, comprenez-vous la position du M23 qui dit ne pas se sentir concerné par cette feuille de route de Luanda? Voici autant de questions qui trouveront réponse dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du point sur l'actualité. Première de la semaine où nous parlons de la République démocratique du Congo, pour ne pas dire son conflit ou sa guerre avec le M23, dans lequel le nom du Rwanda apparaît incessamment. Eh bien, vous faites bien d'être des nôtres, dans la mesure où vous nous suivez sur plusieurs plateformes, Facebook, YouTube et bien sûr pour ceux qui sont sur la toile. Et vous avez la 96.3 FM en radio pour ceux qui sont à Douala et ses environs. Et la télévision sur satellite, c'est bien sûr Eutelsat et Amos. Quant aux autres, un peu plus dynamiques, ils ont téléchargé l'application de Foyo Media Africa sur Play Store et tout cela nous honore. Eh bien, que vous inspire cet accord de Luanda sur la République démocratique du Congo, dans lequel le M23 se dit ne pas être concerné puisque n'étant pas présent sur la table des discussions. C'est à vous que l'on pose la question, comme on le fera d'ailleurs à nos invités sur le plateau et en duplex de Bruxelles. À Bruxelles d'ailleurs, c'est Luc Michel qui est de ce côté-là. On le retrouvera dans quelques secondes seulement, le temps de faire la politesse à notre consultant permanent, Jonathan Batengene. Joe, bonsoir. Bonsoir Bachir Mohamed Adam, bonsoir à tous nos téléspectateurs, les panafricanistes convaincus, ceux-là qui tous les jours ont fait de cette émission la couronne du débat panafricain. Bonsoir à tous les techniciens, on se retrouve ce lundi et on continue la marche de l'histoire. Bonsoir à tout le personnel For You, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense. Nous avons ce coup de gueule que nous adressons depuis plus de 2 mois pour la libération de notre sœur, la grande combattante, lui la lionne, on va dire l'éléphant, parce que cette dame-là, c'est un vrai éléphant, c'est une dame avec une carrure qui mérite notre respect. C'est notre sœur Edith Puchéry-Ballet, notre femme, notre mère. Elle a mené un combat qui a porté du fruit. Les fonctionnaires ivoiriens ont été revalorisés grâce à elle. Elle est responsable de la contestation contre la forfaiture du 3e mandat en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, elle est en tête de liste dans la revendication de la dignité du peuple ivoirien. Elle s'est illustrée en apportant sa contribution volontaire à la médiation pour la libération des mercenaires utilisant le passeport ivoirien. Et c'est parce qu'elle a découvert le poteau rose que le président despote dictateur sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, a donné les passeports à des
criminels, des mercenaires qu'on a étiquetés comme étant des soldats ivoiriens parce qu'elle a découvert ce poteau rose, que ce dernier, pris de honte et de panique, a décidé de l'envoyer en prison. Nous demandons sa libération inconditionnelle et sans délai. Nous savons que notre sœur Edith Puchéry-Ballet est innocente et que toutes les accusations portées contre elle sont infondées, qu'il s'agit d'un grossier mensonge et d'un procès en sorcellerie, orchestré par une bande de fonctionnaires corrompus, à qui nous disons déjà que l'histoire est aussi écrite avec ce qu'on appelle chez les Asiatiques le karma. Ce que vous faites vous reviendra un jour, soyez-en sûrs. Notre sœur est innocente et vous payerez, chacun de vous, le prix de votre forfaiture. Vous ne pouvez pas prendre pour prétexte d'avoir servi un dictateur en agissant ainsi. Vous avez encore votre conscience et vous pouvez décider de ne pas vous prêter à la besogne, à la basse besogne. Edith Puchéry-Ballet, grande sœur, chérie Coco, maman, courage, courage. Toute l'Afrique est avec toi. Tous les panafricanistes sont avec toi. Tu es l'espoir de l'Afrique. Tu es une icône de la liberté en Afrique. Bientôt, tu seras libre, comme ton pays, comme ton peuple, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Merci à vous, cher Batenguene, pour ce coup de gueule habituel. Un appel à la libération de Puchéry-Ballet depuis la Côte d'Ivoire. Saluons la présence de notre géopoliticien attitré. En duplex de Bruxelles, Luc Michel est avec nous. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Bachir. Bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Luc Michel, les Grands Lacs, vous le connaissiez bien, puisque vous approfondissez à chaque fois la réflexion pour comprendre les jeux et enjeux de ce côté-là. Et l'on parle aujourd'hui de cet accord signé mercredi dernier à Luanda entre le gouvernement congolais, représenté d'ailleurs par le président Félix Tshisekedi, et le Rwandais, le ministre des Affaires étrangères rwandais, donc qui représentait le président Paul Kagame. Cet accord qui concernait pourtant le M23, Luc Michel, mais le M23 dit ne pas se sentir concerné par cela. Mais tout d'abord, je tiens à préciser que je suis le Congo depuis que je suis enfant, parce que pour des raisons familiales, ma famille commerçait avec le Congo et le Burundi. Donc je suis tout cela depuis que je suis enfant, et évidemment, j'ai baigné dedans et je suis concerné évidemment, puisque je suis malheureusement natif du pays de la famille de Saxe-Cobourg-Gotha, dont le grand-oncle Léopold a été le boucher du Congo et dont l'arrière-petit-neveu est encore aujourd'hui le roi des Belges. Pour comprendre ce qui se passe au Congo depuis 60 ans, il faut comprendre qu'il y a une vision occidentale du Congo. Elle a été définie par Jacques Foccart en 1960. Le Foccart, créateur de la France-Afrique, qui à l'époque était la rivale des États-Unis pour contrôler l'Afrique. Que dit Foccart? On appelle ça les thèses de Foccart. Il dit que on peut les résumer en une parole. Le Congo est le pivot de l'Afrique noire, c'est le pivot du continent noir africain qui contrôle le Congo, contrôle le continent noir, qui déstabilise le Congo, déstabilise toute l'Afrique. À partir du moment où les Américains ont repris la géopolitique de Foccart, ce sont des grands admirateurs des généraux français des guerres d'Algérie et du Cameroun, et donc ils suivent les thèses de Foccart. À partir du moment où, depuis Mobutu, ils ne savent plus contrôler le Congo, ils ont décidé de le déstabiliser. L'agent déstabilisateur des Américains dans les Grands Lacs, c'est la dictature du FPR de Kagame à Kigali. Kagame a commencé à intervenir en 1994. Il a provoqué la première guerre du Congo qui a vu la destruction du régime de Mobutu en 1996. Il a provoqué en 1988 ce qu'on appelle la guerre mondiale du Congo, qui a vu ses 10 voisins
intervenir militairement sur son sol, mais surtout 10 organisations politico-militaires y intervenir. Et aujourd'hui, évidemment, il est en train de réunir toutes les conditions avec son complice Tshisekedi. Ce sont deux agents triples, agents de l'armée des États-Unis, du Quai d'Orsay et de la France-Afrique à la Belge. Eh bien, ils sont en train de réunir les conditions pour une troisième guerre du Congo. Guerre du Congo, Jonathan Batengene, j'imagine que vous partagez certainement cet avis, puisque jusqu'ici, quand même, c'est parfois très difficile de faire une lecture purement panafricaniste de la situation au Congo dans le cas actuel, puisque d'un côté on voit Félix Tshisekedi accusant Paul Kagame d'être à l'origine, sinon le principal soutien du M23, et finalement les deux pays se retrouvent sur la table de discussion sans ce M23. On est dans la cuisine interne de la CIA. Et comment tenir un discours tout à fait tranché avec des gens qui partagent les mêmes affinités. Que ce soit Tshisekedi qui est l'émergence des réseaux de la CIA, ou M. Kagame, ou encore même tous ces combattants de M23. Les M23 en passant, c'est une force d'élite de l'armée rwandaise. C'est une force d'élite. Ce n'est pas parce qu'après plusieurs recherches, nous nous sommes rendus compte que les gars du M23, pour la plupart, c'est des combattants de l'armée rwandaise. Lorsqu'ils sont tués, certains combattants, lorsqu'ils sont tués, ils ont droit, nous avons vu des vidéos de soldats, de combattants du M23 qui ont eu droit aux honneurs militaires au Rwanda. Donc le M23, ce n'est pas ce qu'on pense. C'est-à-dire que vous confirmez, et à partir du fruit de vos recherches, que le Rwanda serait donc le soutien du M23? Le Rwanda ne s'en cache pas. Le Rwanda ne le dit pas de manière tout à fait très claire, mais le Rwanda le reconnaît. Le Rwanda laisse, quand cette discussion a été annoncée, le Rwanda a signifié qu'il était important de discuter avec les M23. Et quand les États-Unis ont commandé ce dialogue, parce que ce qu'on est en train de faire, c'est une solution états-unienne qui a le soutien de l'Union européenne et à laquelle Tshisekedi s'est plié comme simplement un valet. Il n'a même pas hésité. Il faut noter que bien avant, Tshisekedi avait annoncé qu'il ne discuterait pas avec le M23 ni le Rwanda. Et quelques jours après, volte-face, revirement de situation, il est là à discuter avec le Rwanda. Tshisekedi nous avait annoncé qu'il ne discuterait pas en Afrique de l'Est. Il est allé discuter il y a quelques jours au Kenya. En fait, comment un individu peut être aussi contradictoire dans une situation. Est-ce que ce n'est pas en étant conscient du rapport de force qui ne serait pas en sa faveur et qu'il le fait? Et puis il y a des élections qui arrivent quand même, cher Batengene. Ce n'est pas seulement qu'il soit conscient, c'est qu'il est piloté de l'extérieur. Tout ça, c'est les indicateurs qui montrent qu'il est piloté de l'extérieur. Que la dynamique n'est pas proprement congolaise. Un stock d'armes a été arrêté, qu'il aurait réussi à acheter au marché noir. De renseignements sûrs nous disent que c'est des armes qui ont été achetées à partir de l'Ukraine, des armes de l'OTAN qu'il aurait achetées à partir de l'Ukraine. L'avion qui devait lui livrer les armes a été arrêté. Et Tshisekedi, vous avez vu que malgré tout ça, il ne nous montre pas de une véritable protestation. Le Congo est sous embargo militaire, embargo d'achat d'armes. Le Congo ne peut pas importer d'armes. C'est une situation qui a été décidée par les Nations Unies avec le Conseil des grandes puissances, la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Belgique, les puissances impérialistes qui s'arrogent le contrôle des ressources dans la zone. Et, à contrario, le Rwanda,
n'est pas sous embargo militaire. Oui. Allez-y voir. Pourquoi? Alors que le Congo, quand en 2013, le Congo met en difficulté le M23, le Congo réussit à le faire avec sa propre armée en 2015. Le président Kabila sera le seul qui attaquera les FDLR conformément aux accords de Nairobi. Parce qu'il était question de désarmer, de neutraliser ou de désarmer les groupes rebelles qui sont sur le territoire congolais. Parmi ces groupes rebelles, il y a l'AFD NALU, l'Alliance des forces démocratiques de l'armée de libération de l'Ouganda. Non, l'AFD NALU, c'est encore une histoire. Oui. C'est une histoire qui naît au Congo. Et c'est Mobutu, agent de la CIA, qui va porter le projet et qui va confier le projet à un combattant qui va se revendiquer de l'islamisme radical, qui est un Ougandais, qui fait ses études à l'étranger et qui va poursuivre son processus de radicalisation au Soudan en 1991, aux côtés d'un certain Osama Ben Laden, agent de la CIA également. Quand il termine son processus de radicalisation, il va revenir prendre la tête du NALU. Le NALU était une rébellion qui visait simplement à créer une sécession sur des bases ethnicistes, un peu comme on a vu au Soudan du Sud et au Cameroun, des tentatives de vérité sécessionnistes, ou bien même au Biafra. Mais lui, quand il arrive, il va prendre la tête alors qu'il n'est pas un combattant régulier sur le territoire. Donc tout montre que la CIA l'avait préparé à devenir le patron de l'AFD NALU. Et l'AFD NALU, c'est un groupe rebelle, contrairement à ce qu'on dit, qui n'est pas forcément en intelligence avec l'armée ougandaise et pas forcément aussi en belligérance avec l'armée congolaise. C'est une armée qui a une existence dans des villes comme Beni et qui travaille dans des réseaux de corruption, dans le trafic des matières premières, dans toutes sortes de trafics qui lui permettent d'avoir de l'argent et qui enrichissent les hauts gradés à la fois du Congo et de l'Ouganda. C'est une rébellion un peu bizarre qui n'a, tenons-nous tranquilles, aucun fait d'armes. Vous n'allez trouver dans l'histoire de l'AFD NALU aucune victoire sur l'armée congolaise. Et pourtant, l'AFD NALU revendique le contrôle d'au moins 5 villes. D'ailleurs, la ville de Goma, pourquoi c'est un enjeu pour les M23? La ville de Goma est un enjeu parce que l'AFD NALU est censé contrôler la ville de Goma. Et les M23, connaissant la richesse en matière première jusqu'à cette zone-là, le parc de l'Irunga, toute cette zone-là, connaissant la richesse de cette matière, la richesse de cette zone, ils ne veulent pas, depuis l'accord qui a été signé entre Tshisekedi et le Rwanda, qui vise l'exploitation aurifère et qui vise à poser l'armée, du moins délimiter le territoire de contrôle de l'armée rwandaise sur le territoire de la RDC, ils se rendent compte que le retour de l'AFD NALU, qui était dans une tentative d'expansion, menaçait l'équilibre qui avait été trouvé avec les forces de Kabila, les forces de Tshisekedi. Et donc, les M23, contrairement aussi à ce qu'on nous fait croire, les M23 ne sont pas dans une guerre aveugle. Ils ont des territoires précis. Les territoires qu'ils visent actuellement sont les territoires qui appartiennent traditionnellement à l'AFD NALU. Et ça m'a amené à une autre question. C'est pourquoi, dans leur conquête, les M23 veulent à tout prix prendre le territoire de l'AFD NALU. Est-ce qu'il y aurait une rivalité rwando-ougandaise sur le territoire de la RDC? Ça ramène à un autre conflit.
qui a eu lieu il y a je crois au début des années 2000. C'était l'armée rwandaise qui a affronté l'armée ougandaise sur le territoire de la RDC. Eh bien, les deux, quand vous avez tous ces éléments, ça rappelle un élément. Lorsque Kabila était dans sa rébellion, selon tous les renseignements collectés auprès d'anciens rebelles avec qui on a pu échanger, il se trouve que Kabila, dans la rébellion, à Kigali, va signer un accord avec Yoweri Museveni, qui a réussi à retourner l'AFD Nalu contre Mobutu, et parce que l'AFD Nalu était censé au départ combattre Yoweri Museveni, et Yoweri a réussi à retourner les combattants de l'AFD Nalu. Vu que les combattants de l'AFD Nalu, ils appartenaient à une autre ethnie, il y a aussi toute une géopolitique, quand je dis même ethnie, appartenait, oui, à une autre ethnie, mais c'est un peu le même peuple qu'on retrouve au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. Et la même caste se retrouve, parce que ce n'est qu'une caste, hein, les Tutsis, ce n'est qu'une caste, les Hutus, ce n'est qu'une caste. Donc, c'est la même caste qu'on retrouve dans ces trois pays. Et Yoweri Museveni, dans la géopolitique Tutsi, qui est en fait pensée par la CIA via la Belgique, a réussi à trouver un accord avec Kabila. C'était qu'il devait prendre des combattants Tutsi, qui devaient avoir le soutien de l'AFD Nalu dans le cadre du renversement de Kabila, et une partie de la RDC serait une extension de l'Ouganda, et l'autre partie serait une extension du Rwanda. Donc voilà un accord qui est tacite entre les trois pays et qui date de cette rébellion, qui n'a pas encore été cassé. Ça ne peut être cassé qu'avec la détermination de la RDC. Or, le Congo, qui, au sorti de la deuxième guerre du Congo, de la première guerre du Congo avec Kabila, au sorti de cette première guerre du Congo, le Congo n'a pas encore les moyens militaires de faire repartir ces rébellions-là de son territoire. Et il faut comprendre aussi qu'avec le génocide de 1994, il y a des forces de l'ancienne armée rwandaises qui se sont installées à l'est du Congo sous l'appellation des FDLR, le Front de démocratique de libération du Rwanda. Donc ces trois armées, que ce soit l'AFD Nalu, le M23 et le FDLR, ces trois armées devaient être réduites à leur plus simple expression, et on devait assurer leur désarmement selon les accords de Luanda, puis les accords de Nairobi, renforcés par les accords de Nairobi, les accords tripartites de Nairobi. Aucun des deux autres pays n'a accompagné le Congo de Kabila dans le suivi de ces accords. C'est un peu comme on a assisté en Ukraine au fait qu'il y a eu les accords de Minsk, et les pays garants des accords de Minsk, la France, l'Allemagne, la Russie, il n'y a eu que la Russie qui s'est sentie concernée en tant que garant des accords de Minsk pour faire respecter les accords de Minsk. Les deux autres ont abandonné, mais aujourd'hui on sait que s'ils ont abandonné, c'est parce qu'à l'intérieur, ils avaient d'autres intérêts. Et c'est ce qui se passe au Congo, à l'est du Congo. L'Ouganda n'a pas accompagné le Congo dans la lutte contre l'AFD Nalu. Le Rwanda n'a pas accompagné le Congo quand le Congo a lancé l'offensive en 2013. Vous vous souvenez de la grande offensive qui a permis de repousser, de faire sortir les forces du M23 des grandes villes comme Goma, de Rutshuru, de Bunagana. C'est l'armée congolaise. Les FDLR qui sont le prétexte rwandais pour maintenir le M23 sur le territoire du Congo. C'est le Congo seul de Kabila qui avait mené l'offensive contre les FDLR. Et à cette époque, Kabila lance un appel au Rwanda pour que le Rwanda l'accompagne dans l'action militaire qui vise à faire partir les forces du FDLR, que l'armée rwandaise prétend la menacer sur le territoire congolais. L'armée rwandaise ne répondra jamais à l'appel. D'ailleurs, il y a des rapports qui existent. J'ai lu le rapport d'au moins 2 ONG. L'une est une ONG catholique qui est revenue sur
le fait sur le refus du Rwanda d'aider l'armée congolaise à mettre à néant les FDLR, mais il y a encore bien pire dans ce rapport, c'est que l'ONU, qui avait, selon les accords de Luanda, une force d'intervention en attente, et qui devait utiliser cette force d'intervention selon le texte des accords de Luanda, on dit dans la traque des groupes armés non étatiques, la MONUSCO n'a pas fait valoir cet article de la convention tripartite. Comme quoi, le Congo, il y a un complot international, un peu comme on a remarqué avec le Donbass, il y a un complot international qui vise à faire de cette guerre de l'Est du Congo un projet de maturation d'une sécession de ce territoire d'avec. Merci Jonathan Batengene. En tout cas, très bon speech qui nous a permis quand même de recoller avec l'histoire de des crises à l'est de la République démocratique du Congo. Luc Michel, finalement, avec ou sans accord, c'est les États-Unis qui en sortent grands bénéficiaires. Tout d'abord, il faut dire une chose, c'est que la responsabilité du Rwanda, elle ne veut pas être niée. Il y a un rapport de l'ONU qu'on appelle le rapport MAPIX, du nom de son rapporteur, qui accuse le Rwanda de génocide contre le peuple congolais. Maintenant, le drame du Congo, c'est que nous sommes dans un huis clos entre le bloc impérialiste américano-occidental, États-Unis, France et Belgique, et les Congolais. Le seul qui avait sorti de ce huis clos, c'était le président Kabila qui s'était tourné vers les Chinois et les Russes. Aujourd'hui, évidemment, la Russie est prête à intervenir au Congo et à équilibrer et à ressortir à nouveau le Congo de ce huis clos. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe en ce moment, moi, je soupçonne Kagame et Tshisekedi de nous mener en bateau dans une grande comédie. Il y a des élections l'année prochaine au Congo et Tshisekedi a très peu de chances de ne pas être réélu. En effet, il s'est fâché avec tous ses alliés et ses ennemis sont en train de remonter en puissance. Il y a quelques jours, la sœur jumelle de Joseph Kabila, Jeannette Kabila, a tenu un grand discours devant le Parlement panafricain où elle s'est positionnée en championne de l'indépendance du Congo contre le Rwanda. C'est tout cela qu'il faut apprécier pour comprendre la situation actuelle du Congo. Malheureusement, les Congolais le payent au prix du sang. Pour comprendre ce qu'est le régime de Kigali, il faut lire le livre de la journaliste Judy Rivers, Le prix du sang, justement, où elle explique ce qu'est la dictature de Kagame. Chef des services secrets ougandais, chef des services secrets du FPR, dictateur de Kigali, agent américain, belge, et les choses se sont encore aggravées à partir de 2018, parce que Kagame, qui était tourné en opposition à la France, s'est réconcilié avec Macron, a fait avec celui-ci des accords de diplomatie secrète, et on ne sait pas ce qu'il a promis à Macron, mais on sait que Macron lui a donné le contrôle de la francophonie. C'est tout cela qu'il faut comprendre. Macron aujourd'hui prétend qu'il va ramener avec Tshisekedi et Kabila la paix au Congo. C'est une sinistre farce. Ni les Américains ni les Français ne veulent la paix au Congo. Souvenons-nous de ce que disait Foucault. Si nous ne pouvons pas contrôler le Congo, déstabilisons-le. Pour déstabiliser le Congo, il faut que celui-ci soit en guerre civile permanente. « 23 ne soit pas convoqué à la table des discussions à Luanda. » Mais écoutez, comment voulez-vous faire la paix? La guerre au Congo actuellement, c'est une guerre par procuration. Une proxy war, comme disent les Anglais. Le proxy, évidemment, de Kagame, c'est le M23, mais également les anciens membres du Hutu Power, du Front de libération du Rwanda, qui au bout de 25 ans sont maintenant alliés au régime de Kigali.
pour le pillage du Congo. À partir du moment où on n'invite pas les proxys, comment veut-on faire la paix? En sachant d'autant plus qu'au début de sa présidence, Tshisekedi est allé à Kigali faire des accords avec Kagame qui autorisent l'armée rwandaise à intervenir sur le sol congolais et qu'il a appelé les forces spéciales américaines sous Donald Trump qui sont présentes au Congo. À partir de ce moment-là, une paix dans laquelle on n'invite pas le principal proxy, il n'y a pas de paix possible. C'est une sinistre comédie. Sinistre comédie. Merci Luc Michel. Jonathan Batengene, je me retourne vers vous justement. Alors, est-ce qu'on a fait exprès de ne pas convoquer le M23? C'était l'une des demandes, des exigences du peuple congolais. Il faut noter que, effectivement, Luc a bien fait de parler de ce qui se passe. On est dans l'antichambre, dans la cuisine états-unienne, avec la CIA aux manettes. Et ils ont surfé sur la vague du moment. Et que fait la vague du moment? Quel est son mouvement? Tout le Congo revendique pour ce dialogue comme condition première aucune discussion avec le M23. Oui. Mais Luc a aussi raison quand il dit qu'il faut soupçonner entre Kagame et quelque chose qui se passe. Les villes occupées par le M23 s'amènent à se poser des questions. Pourquoi le M23 a essentiellement comme envie d'éjecter l'ADF Nalu du Nord Kivu? Pourquoi? Pourquoi cette volonté de contrôler Goma? C'est la deuxième fois. Oui. Et pourtant, quand vous regardez, Goma n'est pas une ville qui est acquise au M23. Mais pourquoi il y a cette volonté? Il y a une géopolitique derrière. Est-ce que Tshisekedi ne s'est pas entendu avec Kagame pour que les M23 soient la force qui tienne désormais le pavé dans cette zone-là? Est-ce que Tshisekedi n'est pas en train de concéder et se dit vaut mieux doubler les Ougandais et n'avoir qu'un seul concurrent sur mon territoire? Est-ce qu'il n'est pas en train de brader l'Est de la RDC? Quand vous regardez que l'armée congolaise, prenons les conditions réelles de cette armée, nous avons essayé de feuilleter un ensemble de documents. Les plaintes des soldats. Vous dites que vous êtes un pays en guerre, que le président vous rassure que dans cette situation, il prend des mesures exceptionnelles. Et vous avez des soldats qui se plaignent qui se plaignent qu'ils ne perçoivent pas de salaire. Ils ont ce qu'ils appellent, c'est la ration alimentaire mensuelle, la RAM. Ration alimentaire mensuelle. Voilà la rémunération des soldats. Les primes et consorts, des gros détournements. Vous avez un chef de l'État qui est en guerre. Alors, il y a au niveau de l'équipement des soldats congolais, les forces rwandaises qui ont pris la ville de Kiwanja, les forces du M23 étaient moins de 500 pour prendre une importante ville comme Kiwanja. Prenons l'équivalent ici au Cameroun, ce serait une ville comme Edea. Moins de 500 hommes, vous prenez une ville d'une telle taille. L'armée congolaise, au lieu de se battre, recule. Le gouverneur militaire de Goma, la semaine surpassée, vous savez comment il a fait pour revenir? Les accords de Nairobi, les derniers pour parler de Nairobi, où l'Afrique de l'Est a envoyé des soldats, la sous-région a envoyé des soldats. Oui. C'est là où il est revenu. Et c'est le chef d'état-major de la force multinationale qui est là-bas qui dit que Goma ne sera pas prise par les M23. Or, au Congo, la particularité, c'est qu'il y a des gouverneurs militaires. Ce n'est pas des civils, des gouverneurs militaires. Comment un général peut fuir sa ville pendant que les M23 sont encore pas de 300 km? C'est des choses incroyables. Incroyables. Et puis maintenant, la communication. Monsieur Tshisekedi dit être en guerre. L'un des éléments qui décuple les forces de l'armée loyaliste,
c'est généralement qu'il y a une communication qui soit en ligne. Monsieur Tshisekedi, il laisse des médias comme les médias mensonges d'Occident, comme France 24, TV5, BBC, relayer des informations fausses sur le front. On vous dit que les M23 ont déjà pris telle ville alors qu'ils n'ont même pas encore franchi la dite ville. Et on n'a vu aucune protestation du gouvernement congolais. Aucune. Aucune. C'est dire que M. Tshisekedi est dans un cinéma que lui seul il comprend. Et ceux qui l'écoutent à travers les médias mensonges ont l'impression qu'il mène une guerre. Il ne la mène pas. L'offensive qui devait être menée contre le M23. Vous savez combien de militaires il en faut? L'armée congolaise a besoin d'au maximum 20 000 militaires pour réduire la rébellion du M23 à sa plus simple expression. On dit une rébellion de maximum 20 000, une armée de 20 000 militaires. Le Congo a les moyens d'entretenir une telle armée. Le Congo a les moyens de se doter de matériel de dernière génération pour une telle mission. Pourquoi M. Tshisekedi n'a pas encore engagé le Congo sur la voie véritable de résolution de ce problème par de voie congolo-congolaise? Pourquoi il privilégie le dialogue à l'extérieur? Son porte-parole, M. Mouyaya, champion en déclaration. Là, nous sortons, on va prendre... Il est champion en déclaration. Il annonce que nous n'irons pas aux négociations en Afrique de l'Est car nous sommes de l'Afrique centrale. Il est en Afrique de l'Est. Et dit on ne discutera pas avec le Rwanda. Ils sont au Rwanda. On ne fera pas, on va lancer une grande offensive. Il lance une petite offensive. Monsieur Tshisekedi ne joue pas franc jeu dans cette guerre. Les Congolais se font prendre à un jeu qui se limite à une guerre de communication. Le M23 n'a pas une puissance de guerre terrible. Le M23 que vous entendez, Bachir, n'a pas une puissance de guerre terrible. Mais pourtant, c'est pas ce qui s'est dit. Quand vous regardez leur matériel, le M23 n'a pas un grand nombre de chars. Le M23 n'a pas une puissance de feu terrible. Le M23 bénéficie des soutiens de la MONUSCO. Est-ce que M. Tshisekedi a dénoncé cela? Est-ce que son gouvernement dénonce cela? Comment vous pouvez faire une guerre et vous êtes incapable de dénoncer tous les adjuvants de vos adversaires? Si vous le faites, si vous omettez de le faire, ça veut dire que quelque part vous n'êtes pas sincère dans cette guerre. Très bien. Alors au téléphone, Jean Sakpono, il nous appelle depuis les États-Unis d'Amérique. Jean, bonsoir. Bonsoir, Jean Sakpono. Jean, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, vous m'écoutez? Bonsoir, Steve. Voilà. Bonsoir, Bachir. Bonsoir, Jean. Oh, ok. Bonne année. Merci bien. Salut vos invités, Jonathan et Luc Michel. Nous saluons aussi les techniciens. Bachir, si le sol du Grand Lac n'était pas riche, allions-nous avoir ces bouillonnements dans la zone? Non. Alors, si nous avons cela dans cette zone, RDC et autres, c'est parce que le sol est riche, on veut, les gens veulent prendre les richesses sans les Congolais. Donc, Bachir, moi j'aurais souhaité que nous mettions l'accent sur le complot international depuis la nuit des temps contre cette région. M23, ceci, cela. Mais on n'a pas invité M23 parce qu'on veut qu'elle soit en réserve. Mais si eux tous viennent à la table, ils vont cesser de faire la guerre. Qui va assommer du trouble? Quand vous avez signé le papier, il faudrait que certains parmi eux se retirent. C'est comme ça que nos ennemis, l'Occident, organisent l'Afrique. Manipulent les Africains. Et c'est mauvais. Et ils pensent vivre dans la paix. En déchirant, en violant la dignité africaine ainsi. Il va falloir que les Congolais prennent conscience. Il va falloir que les Congolais aient un bon cœur. Un cœur qui partage.
un cœur patriotique qui rejette l'Occident. Je dis bien. Parce qu'il y a des cérémonies qu'on fait dans certaines cultes religieuses où pour le baptême on dit avez-vous refusé diable et ça consort, ils disent oui. On va demander aux Africains, la jeunesse africaine, avez-vous refusé l'Occident? Dites oui, la jeunesse africaine. Refusez l'Occident. Refusez l'Occident avec ses complots d'argent, des valises. C'était bon, on n'allait pas vous donner de l'argent. C'est parce qu'on veut vous corrompre qu'on vous donne l'argent pour vous manipuler. Kagame, tu es un mortel. Kagame, tu ne peux pas prendre l'Amérique comme ton pays, le Rwanda et la RDC et autres. Voilà là où tu es né, voilà ta population à qui tu t'identifies facilement. Tu ne peux jamais t'identifier aux Américains ici. Kagame, ne joue pas le rôle. Cherchez la paix dans la région. Partagez ce que nous avons beaucoup de choses en Afrique, mais l'ennemi ne fait que nous désorganiser, nous diviser pour avoir contrôle sur nous. Prenons conscience. Nous n'allons nulle part avec les milliards que nous emmagasinons en Occident. Depuis de longtemps que vous faisiez cela, qu'est-ce que ça a apporté du bien à l'Afrique? Rien du tout. La guerre. Les enfants meurent. Les Africains meurent. L'Afrique est déchirée. On parle de tonnerre, venir faire ici, à Côte d'Ivoire, Gabon, et ça, voilà les choses. Non, nous demandons à la France et ses alliés de quitter le continent africain avant qu'il soit trop tard. Il y a un Dieu, le vrai, pas ce que vous connaissez, parce que vous pensez connaître, mais le vrai Dieu, le Dieu de la justice et d'amour. La terre la connaît, pas c'est un père. Le prix, vous allez payer le prix, vous n'échapperez jamais au mal que vous faites à l'Afrique depuis longtemps. Vous allez payer cela tôt ou tard. Il vaut mieux laisser le continent africain. Il faut que les Africains soient mis contre l'Occident et aller signer des partenariats avec, effectivement, ceux-là que l'Occident poursuit aussi, tels que la Russie et autres, pour mieux consolider la dignité, la protection de vos territoires. Il n'y a pas de double langage à porter ici. Que Dieu vous bénisse, ils sont en guerre. Ils sont vaincus. Merci Jean Sakpono, nous sommes en guerre et vous le dites sans cesse. Merci en tout cas. Nous restons au téléphone avec notre ami Abou qui nous appelle depuis l'Angleterre. Abou, bonsoir. Bonsoir Monsieur Bachir Lagon. Je suis tellement content de te revoir ce soir. C'est Abou depuis l'Angleterre. Je salue votre invité de marque, le brillantissime Batengele. Et Bachir, comme je le dis, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue tous les techniciens et tous les appelants. Et en ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, à propos du M23 qui continue à causer la désolation au Congo, nous disons que c'est au peuple congolais maintenant de faire, de réagir. Ça dit que ça eux maintenant, parce que c'est un peuple qui a tellement souffert, qui a tellement traversé le martyre, un grand peuple, un peuple aussi riche, avec un sous-sol, comme on le dit, scandalement riche, qui, en principe, devait être le pays le plus, il devait être les habitants, les êtres humains les plus riches du monde. C'est ceux-là qu'on continue à tuer et qui les tue. Un petit pays comme le Rwanda. Donc, le peuple maintenant qui doit savoir que trop c'est trop et que ce dirigeant qui ne veut pas mettre fin à leur souffrance, qui est en train de tergiverser et que ça ne meut personne et qu'on sait qu'ils reposent sur du diamant, sur de l'or, du cobalt, que toute leur richesse est utilisée partout dans le monde, mais c'est eux qui sont en train de souffrir et depuis
Merci à vous. Depuis l'Angleterre, on laisse le téléphone ouvert et on se retourne vers Luc Michel. Luc, en 2013, sous Kabila, le M23 avait été vaincu. Comment est-ce que cette rébellion a pu se reconstituer pour aujourd'hui constituer la principale menace à l'est de la RDC? Le coupable, c'est Tshisekedi. Kabila avait restructuré l'armée congolaise et les généraux congolais collaboraient avec les généraux russes et chinois dans le domaine du renseignement et de l'information militaire. Pendant les 2 premières années de son mandat, Tshisekedi a épuré l'armée et les services secrets. On a même retrouvé le chef d'état-major de l'armée de Kabila pendu dans son bureau. La famille accuse Tshisekedi de l'avoir fait assassiner. Lui parle de suicide. Aujourd'hui, les forces armées rwandaises, ce sont des forces armées congolaises, pardon, ce sont des forces déstructurées, livrées aux mains des conseillers belges, français et américains, avec des forces spéciales qui les neutralisent, américaines et françaises. C'est tout cela qu'il faut comprendre. Tshisekedi est le grand responsable du malheur de son pays. Très bien. Un appel qui nous vient donc... alors, j'ai pas... D'accord, la ligne n'est pas très audible. Ne prenez pas les appels non audibles, s'il vous plaît. Et on reviendra certainement à cet appel-là. Jonathan Batengini, Kabila avait certes vaincu le M23, mais on le disait en off, il n'a pas pu entrer dans le sud Rubero. Est-ce qu'on sait pourquoi? C'est les villes classiques contrôlées par le M23. Quand Kabila ramène le M23 dans ces villes où il a pris corps, c'est-à-dire là où il y a une forte diaspora Tutsi sur le territoire congolais, Kabila se dit, je peux lancer l'offensive. C'est un peu comme ça s'est passé au niveau de... en Éthiopie, avec la rébellion des Tigrés. Donc, TPLF. Voilà, le TPLF. Lorsque l'armée régulière arrive à la frontière du bastion d'une rébellion, on laisse le choix aux rebelles ou de se convertir à la vie civile ou de décider de leur anéantissement total. Et donc Kabila avait donné un choix à ces rebelles. Et vous voyez que les accords de Nairobi confèrent ou bien consacrent le choix de ces rebelles de s'insérer dans la vie politique. Ils acceptent d'abandonner les armes, de se convertir, d'adopter le DDR et de suivre une nouvelle carrière que celle militaire. Et pour ceux qui voulaient être militaires, il y avait un plan d'intégration dans l'armée. D'ailleurs, parmi les combattants, 39 vont être jugés par l'armée congolaise. Et Bosco Takanda, qui était chef d'état-major en RDC, sera lui également rattrapé par les instances internationales. C'était à mettre sur le crédit de Kabila cette victoire-là. Donc, il leur a laissé le choix de se convertir. Sauf qu'on va remarquer une chose. Le M23 a toujours une seule tendance, à aller sur les territoires qui étaient, eux, occupés par les AFD, les EDF Nalu. C'est toujours la même tendance qui est restée. C'est-à-dire qu'il y a une bataille entre l'Ouganda et le Rwanda sur le territoire de la RDC. Qui ne dit pas son nom, via des rébellions interposées. Et pour maintenir ce statu quo d'un vieil accord qui date de Kabila, père de Laurent Désiré Kabila, ils font toujours croire qu'il s'agit simplement de rébellion. Non. L'ADF Nalu aujourd'hui est une composante qui est très proche des généraux ougandais. Le M23, c'est une force d'élite de l'armée rwandaise. Ces deux forces-là doivent être neutralisées. Et la meilleure option, c'est celle que Kabila avait prise. Il est incompréhensible que deux pays étrangers se fassent la guerre sur le territoire de la RDC. La RDC n'est pas un terrain de jeu. Et les populations de la RDC ne sont pas des personnages de PlayStation. Donc quand ils meurent pour de vrai. C'est l'armée congolaise qui devait assurer la sécurité de ces populations-là. À partir du moment où l'armée congolaise, telle que nous l'avons expliqué,
avec Tshisekedi, qui ne prend pas de véritables mesures pour la doter de capacités pour jouer son rôle régalien. La MONUSCO, qui ne met pas de force d'intervention tel que c'est prévu dans son mandat pour traquer les groupes rebelles et les groupes armés non étatiques qui menacent la sécurité dans la zone. À partir de ce moment, vous avez donc un peuple qui est à l'abandon. Et ce peuple, qu'est-ce qu'il devrait faire? Les Congolais doivent se réveiller. Les Congolais doivent se réveiller. Les Congolais doivent cesser d'être toujours pris pour les comment dire une sorte d'éléments de circonstance, des éléments qui justifient une prédation internationale. Quand on veut justifier l'aide humanitaire, on dit, il y a des pauvres Congolais, des réfugiés, ils sont là dans la nature. Quand on veut justifier l'accroissement du budget de la MONUSCO, on dit, il y a trop d'insécurité, il faut. Non, ça doit s'arrêter. Il faut donc que le peuple congolais prenne ses responsabilités ces derniers jours. Les élections approchent, et vous avez bien dit, Bachir. Un homme avait réussi cela. À mettre dos au mur la rébellion de M23, c'était M. Kabila. Souvenons-nous, il a réussi à mettre le Mombutiste Jean-Pierre Bemba dos au mur, si bien que Bemba est devenu un homme politique. Bemba n'est plus le patron de MLDC, ça n'existe pas. C'est Kabila. Il faut qu'un homme de sa trame revienne au Congo. Et que cet homme porte le même discours avec les mêmes alliés. Mais cette fois-ci, hier, M. Kabila est tombé parce que les services secrets français, via Maître Bourdon, William Bourdon, et toute sa nébuleuse qu'il appelle les lanceurs d'alerte, ont utilisé le neveu de Lumumba pour créer un scandale d'État autour des mines, de la société des mines, qui était devenue le poumon stratégique financier de l'armée congolaise. Une chose qui a été démantelée sous Tshisekedi. C'est-à-dire Tshisekedi lui-même ne comprend même pas à quoi lui servait cette tsunami. Ça a été démantelé sous ses yeux, avec l'aide des services secrets français et les services de la CIA. Ils ont créé ce qu'ils appellent les Lumumba Papers. Vous pouvez vous documenter pour les téléspectateurs qui regardent l'émission. Vous pouvez regarder les Lumumba Papers. Vous allez voir, c'est ce scandale qui sera la cause du départ de Kabila. Et qui va créer un gros tapage médiatique au niveau des médias mensonges d'Occident pour montrer comment le régime Kabila est corrompu. Le régime Kabila a bradé les richesses. Le régime Kabila n'est plus capable d'assurer la sécurité des Congolais, alors que ce monsieur avait réussi à faire taire les M23, les ADF Nalu et les FDLR. Il était d'ailleurs dans une opération contre les FDLR. Avec lui, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de FDLR sur le territoire du Congo. Or, les accords Luanda, là, on vous parle encore de FDLR. Oui. Madame Mouchiki Wabo, nous avions une émission ici la semaine dernière, elle est encore revenue là-dessus, il faut éradiquer les groupes rebelles. Elle fait comme si elle ne savait pas. Elle était ministre des Affaires étrangères. De Kagame. Et les FDLR, ils n'ont pas combattu les FDLR. Eux qui prétendent que les FDLR les menacent, ils n'ont pas combattu les FDLR. Il faut donc que le peuple congolais sorte de la distraction où on l'a entraîné, qu'il sorte des digressions dans lesquelles les médias mensonges l'entraînent, qu'il revienne à l'essentiel. L'essentiel, c'est de mettre un homme qui pourra gérer cette situation. Il faut un homme qui sorte de la cuisine, qui ne soit pas le fruit de la cuisine de la CIA. C'est ce que Kabila a été. Et l'atout de Kabila, c'est que son ami, il avait les Chinois. C'est les Chinois qui ont fait la force de la Sonamine. Et les Chinois ont pris la majorité des marchés d'exploitation minière à l'est de la RDC. Pendant que tout le monde disait ça coûtera extrêmement cher, les Chinois ont investi de l'argent. Et après, vous voyez quelques prétendus intellectuels africains venir vous dire que les Chinois détiennent quand même toutes les... C'est pas depuis longtemps. Ils l'ont fait il y a quelques années. Et ils l'ont fait contre le monde entier. Parce que les autres ne voulaient pas.
Les autres disaient que ça coûtera très cher ces investissements. Les Chinois l'ont fait. Il faut donc qu'un homme qui arrive soit capable de remettre ce fleuron de l'industrie congolaise, de l'industrie minière congolaise en compétitivité. Et que ce fleuron devienne le socle, la colonne vertébrale de financement de l'armée congolaise, qui devra se moderniser, se doter du matériel de dernière génération en partenariat avec des pays comme la Russie, qui ne lésinent pas dans leur coopération. La Russie a annoncé le siège des BRICS, ce sera en RCA. Oui, vous croyez qu'on peut mettre le siège des BRICS en Afrique centrale là où il n'y a pas de sécurité? Parce que les Russes ont investi dans la sécurité. Ils savent que ce qui est là est sûr. Alors, ça peut accueillir le siège. Donc, les Russes investiront dans la sécurité du Congo. Ils vont donner aux Congolais. Les Russes ne sont pas là pour vous dire, venez, on va exploiter vos richesses. Ils n'ont pas besoin comment, il y a même quoi là-bas, du cobalt. Ils n'ont pas besoin de cobalt. Les Russes ne vous demandent pas le cobalt. Ils en ont. Ils ont le nickel. Ils sont dans le 3e plus grand producteur de nickel dans le monde. Ils ont le lithium. Ils ont tout ce que le Congo a comme richesse. Les Russes l'ont. Et chaque fois qu'ils ont une richesse, ce soit comme 4e, 3e, ils sont toujours dans le top 10 mondial. Les Russes ont ces richesses. Ce qu'ils vont vous donner, c'est les armes. Parce que ça, ils en fabriquent de bonne qualité. Si l'OTAN a peur d'aller en Ukraine aujourd'hui, c'est parce que les armes russes sont de très bonne qualité. Donc, il faut que l'armée congolaise se dote des armes de très bonne qualité qui vont permettre de réduire ces rébellions à leur plus simple expression. Quand nous parlons de ces rébellions, c'est tous ces groupes. Pas seulement qui sont dans le nord et dans le sud Kivu. Il y a ceux qui sont également là-bas dans le Katanga. Là-bas également dans le Kasaï. Il faut que l'armée congolaise travaille en profondeur. Parce que dans le Katanga, Moïse Katumbi, que vous entendez, il y a de cela 3 mois, l'armée congolaise a eu un accrochage avec un groupe rebelle. Et elle en a tué 6. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant que les rebelles avaient tué 2 militaires la veille, Moïse Katumbi, gouverneur dans le Katanga, il sort dans une sortie médiatique dans un média local. Il dit la résurgence de la violence contre les groupes armés risque de ramener les années de guerre au Katanga. Alors, donc en fait lui il défend le gouverneur. Oui. Il défend plutôt les groupes armés. Vous comprenez ce genre d'incohérence? Et il voulait être président. Alors, ce genre de personnage, il faut que ça s'arrête. Le Congo n'est pas un lieu de danse. Il faut que les Congolais prennent leurs responsabilités, que les Congolais se reconcentrent sur l'essentiel, c'est leur pays, et qu'ils sauvent leur pays. Nous attendons un homme de la trempe de Kabila. Jonathan Batengene, donnons l'avant-dernière parole à Luc Michel. Luc, je vous lis ce message d'un téléspectateur. Il dit que pendant que les influences extérieures commencent à s'exercer sur les décisions du gouvernement congolais, il faut appuyer la détermination du président de la République après sa déclaration claire comme quoi il ne voudrait jamais négocier avec les sanguinaires du M23. Luc Michel, ma question est de savoir, est-ce que ce ne serait pas une erreur dans le cas présent de ne pas justement impliquer le M23 dans les discussions? Un téléspectateur qui se laisse prendre à la propagande de Kabila, qui nous fait un show médiatique. Il faut retenir quelque chose, c'est la leçon de la Russie. Dans tous les dossiers en Syrie, dans le nord de l'Irak, dans le Caucase, la Russie a intégré les anciens rebelles dans le cadre des armées patriotiques. Et c'est la même situation qui est employée au Congo. Il fallait évidemment négocier le M23, puisque c'est le proxy du Rwanda. Mais je voudrais dire un mot sur William Bourdon, dont Jonathan a parlé. C'est le principal représentant de Georges Soros en France. C'est lui qui mène l'affaire des biens mal acquis pour Soros contre la Guinée équatoriale, le Gabon ou le Congo-Brazzaville. C'est le président de Sherpa, l'avocat de Transparency International, etc. Il a surtout lancé en 2009. J'étais le seul à ce moment-là à expliquer ce dont il s'agissait. Il a lancé un réseau d'espionnage privé dans toute l'Afrique
sous le nom de plateforme des lanceurs d'alerte africains. C'est en fait un réseau d'espionnage privé qui, par exemple, a espionné la Société Générale en Guinée équatoriale pour nuire à la Guinée équatoriale. Il fait le même sale boulot, évidemment, en révélant de faux scandales, comme par exemple les Panama Papers, etc. Ces affaires-là. Il a malheureusement recruté un neveu de Lumumba qui a trahi le combat de son oncle et de mon ami Roland Lumumba, le fils de Patrice Emery Lumumba. C'est le problème du Congo, c'est que Tshisekedi n'a aucun pouvoir. Le seul qui a eu un pouvoir indépendant, c'est Kabila. Mais il y a un proconsul au Congo, c'est le représentant de l'Atlantic Council. Il s'appelle toujours, puisqu'il est toujours en vie, mais il s'appelait entre 2010 et 2019 Peter Pham. C'était le président de l'Atlantic Council. En 2012, c'est lui qui a proposé dans le Washington Post un plan de scission du Congo en 5 États différents, dont un second État rwandais couvrant le Katanga, l'Ituri, etc. Aujourd'hui, Peter Pham est super ambassadeur de Joe Biden pour le Sahel. Mais les autres, évidemment, vous avez l'ambassadeur Cohen, évidemment, qui est également de l'Atlantic Council, qui était le proconsul des États-Unis dans la région des Grands Lacs. C'est eux qui ont le pouvoir dans la région. Tshisekedi n'est que le remployé. Lorsqu'il était le président, il s'est immédiatement rendu aux États-Unis, où il est allé tenir une série de conférences avec l'Atlantic Council. Il a appelé au retour des Américains, des conseillers militaires étrangers, mais surtout des multinationales. Merci Luc Michel. Jonathan Batengene, avec vous, on ressort définitivement. Quelle est la solution aujourd'hui à l'est de la RDC? Il faut un homme indépendant, à la Kabila. S'il y avait un autre Kabila que je connaissais, c'est lui que je donnerais comme nom. Mais je connais que Kabila. Donc les Congolais ne m'en voulaient pas pour ne citer que Kabila. Je ne lui fais pas de promotion, lui et moi on ne se connaît pas. J'ai même jamais reçu de coup de fil de Kabila. Mais pour l'instant, les données concourent à dire qu'il est l'homme qu'il faut pour cette situation. Parce qu'il avait une certaine indépendance. Nous avons cité comment est-ce qu'il a travaillé avec la Sonamine. La Sonamine, regardez comment ça a été coulé. Avec les scandales, les fameuses enquêtes. Vous avez le média mensonge par excellence du Quai d'Orsay, France 24, qui vous publie une série d'enquêtes avec son enquêteur attitré, les Camerounais, Alain Foucault. Quelles enquêtes il mène quand il s'assoit à Kinshasa? Il cause avec quelques personnalités. Ça ressemble un peu à des choses bien montées. C'est ces interviews données pour créer juste du scandale. Et c'était ça. Parce qu'il fallait détruire ce fleuron. Et Tshisekedi, il joue bien le jeu. Il joue bien le jeu. Il a détruit. Maintenant, comment les mines seront gérées? Il a commencé par confier la transformation aurifère aux Rwandais. Croyez que ça allait régler une situation. La situation s'est empirée. Le Congo a besoin d'un homme indépendant. D'un homme qui sera un hégémon stabilisateur. C'est un concept de science politique qui est utilisé pour toutes les zones où l'État est encore inexistant. Et à l'est du Congo, depuis 1960, l'accession aux indépendances formelles, on n'a pas encore vu l'État du Congo s'y déployer. C'est pourquoi il faut un hégémon stabilisateur fort, qui ait la capacité de mener une opération puissante dans tout l'Est. Nous ne parlons pas seulement du nord et de l'Est et du sud Kivu. Ça doit redescendre. Le Katanga, le Kasaï. Toutes ces régions de l'Est là, elles doivent être pacifiées. Elles doivent être pacifiées par l'armée congolaise. Il ne faut plus qu'il y ait une armée étrangère sur le territoire du Congo. La RDC
c'est un État qui a suffisamment de capacité et de potentiel pour mener ce genre d'opération. S'il y a un homme indépendant, Bachir, l'opération qu'avait menée Joseph Kabila, ça n'avait pas duré 3 ans. Ça avait duré quelques mois. Et ça a marché contre le M23. Nous pouvons vous dire qu'en 1 an ou bien 2 ans, tout l'Est de la RDC peut être pacifié par l'armée congolaise. Mais il faut un homme volontaire, un homme engagé, un homme décidé et un homme qui a les coups des franches. Merci Jonathan Batengini. Engagement et puis coup des franches, de toutes les façons. Votre homme, vous l'avez tellement cité qu'on a envie de dire que on veut voir le retour de Joseph Kabila. Merci en tout cas. Et merci à Luc Michel pour le temps consacré à cette première édition de la semaine. Merci à toutes et à tous, téléspectateurs de Foyo Média Africa. Je vous retrouve demain à la même heure pour le même programme, Inch'Allah.